Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'habitude de dire que je suis ravi de vous retrouver, parce que c'est vrai, mais alors là, je peux vous dire qu'aujourd'hui est un jour marquant dans l'histoire de ce podcast. Je vous explique pourquoi. Il y a 3-4 ans, on a enregistré l'épisode d'Yves Candebord, épisode pendant lequel évidemment le chef est revenu sur toute sa carrière et au cours de son récit forcément, il nous a raconté cette époque où il s'est retrouvé au Crillon sous la direction de Christian Constant, aux côtés d'Éric Fréchon, de Christophe Felder et d'autres chefs qui sont devenus aujourd'hui de grands noms de la gastronomie. Et là, en fait, il nous a raconté ce qui s'avère être une page de la gastronomie contemporaine, celle où, en fait, les palaces ont connu une petite révolution, et c'est à cette bande qu'on la doit. À l'époque, on est au début des années 90, personne ne va dîner dans les palaces, hormis celles et ceux qui y résident. En gros, les tables n'ont aucun intérêt si vous ne logez pas au Crillon, au Meurice, au Ritz. Vous n'allez pas dans ces palaces pour y déjeuner ou y dîner. Bon, d'une part parce que c'est intimidant et encore une fois parce que la cuisine à ce moment-là ne s'écrit pas là. Et tout ça va changer parce qu'au Crillon, justement, on donne carte blanche à Christian Constant. Et Christian Constant, il fait confiance à une brigade qu'il réunit autour de lui avec Yves Candebord. Eux, ils vont secouer les traditions, bousculer tous les codes et ouvrir une voie que tous les grands hôtels et palaces de la capitale vont suivre. Aujourd'hui, aucune de ces adresses ne peut se permettre de ne pas avoir une table d'exception, le Plaza Athénée, le Meurice, le Ritz, le Crillon évidemment. Ils veulent tous leurs étoiles et être, au-delà de l'hôtellerie, une destination gastronomique. Eh bien c'est à eux qu'on le doit. Et si on tire un peu le fil, et quand on se dit qu'Yves Candebord, après le Crillon, il a ouvert sa régalade en voulant justement ramener l'excellence qu'il avait appris au palace dans les murs d'un bistrot, et ben finalement on se dit que dans les cuisines du Crillon, à ce moment-là s'est dessiné un embryon de la bistronomie. C'est dire si cette période est charnière. Et vous imaginez ma joie quand il y a quelques mois j'ai appris qu'un événement avait lieu au Publicis Drugstore, le Food and Wine Festival, et qu'à cette occasion était réunie la bande du Crillon. Et là, le récit d'Yves m'est revenu en tête et je me suis dit, c'est pas possible, si les Beatles sont à nouveau réunis, si Zidane retrouve Thierry Henry, bref, si on peut replonger pour un moment dans cette période inouïe, eh ben je vais pas louper l'occasion. Alors merci aux 4 chefs d'avoir accepté mon invitation. Chers auditeurs, je vous le dis très clairement, cet épisode-là, j'en ai rêvé. Et quelle joie aujourd'hui de se dire qu'il existe et que pour nous, ces 4-là vont nous raconter l'histoire. C'est un privilège d'entendre ainsi de si grands chefs raconter les coulisses et finalement nous faire part de l'état d'esprit de l'époque et de celui qu'ils ont conservé depuis. C'est une masterclass entre professionnels, un partage d'expériences précieux. On se parle de management, d'un rapport au travail. C'est aussi une belle démonstration d'amitié. Alors j'arrête de parler et je lance l'enregistrement. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef. Je laisse donc la baguette au chef Christian Constant et à sa Dream Team, Éric Fréchon, Yves Candebord et Christophe Felder. Voilà. Je suis content de réunir cette bande aujourd'hui pour cet épisode un peu mythique. J'ai un peu le sentiment de réunir les gagnants de la Coupe du Monde de 98, quoi. C'est le All-Star Game. Peut-être que c'est le dernier épisode que je vais enregistrer. En tout cas, ça me va bien si c'est le cas. Merci d'être là, tous les 4. Peut-être qu'on peut laisser la parole au chef des chefs pour démarrer et nous recontextualiser un peu l'histoire. Comment elle a démarré cette histoire au Crillon? Comment vous avez réuni cette bande? C'était quoi l'ambiance de l'époque? L'ambiance de l'époque, d'abord, elle était bonne, mais l'histoire, elle démarre loin en avant. J'avais travaillé, Yves avait travaillé avec moi au Crillon, il avait travaillé au Ritz, et je le connaissais depuis longtemps. Je savais que c'était un bon élément. Donc moi je travaille au Ritz, on me demande d'aller au Crillon comme chef, j'étais sous-chef au Ritz, et donc Guy Leguet qui était chef là-bas m'a dit il faudra que tu prennes personne de l'équipe, parce qu'à l'époque c'était quand même pas si facile que ça, on vous lâchait pas le personnel, les chefs étaient très durs. On se déplaçait aussi les gens, enfin il fallait être coopté, on disait pas là. À l'époque, si vous voulez, il fallait être pistonné presque pour entrer dans des maisons. Il y avait beaucoup de CV, alors que à l'heure actuelle, l'époque a changé, chef. Oui, l'époque a changé. Le personnel c'est plus dur à trouver. Et à l'époque, les gens voulaient rentrer dans des belles maisons. Donc, j'avais
travaillé, comme je vous disais, avec Yves. On me demande d'aller comme chef là-bas. Je dis à Yves, est-ce que tu voudrais venir faire une aventure avec moi à l'hôtel de Crillon? Et Yves me dit, ouais, pas de problème, je viens. Et il me dit, bon, mais je travaille à la Tour d'Argent à l'époque. Ouais. J'ai un gars qui travaillait avec moi, qui s'appelle Éric Fréchot, qui était sous-chef, je pense, à l'époque à la Tour d'Argent. Ça serait bien qu'il vienne comme premier sous-chef avec nous. Et moi, je prendrais la place de deuxième sous-chef. Déjà, vous voyez, il est humble. Il veut pas passer le premier. Il veut donner. Ah, bah, ça, je savais pas à l'époque. Voilà. Donc, Eric, je le côtoie. Après, il vient. On va j'avais une petite maison à la campagne, enfin pas à la campagne, en banlieue, à Vitry-sur-Seine d'ailleurs. Et là, on a commencé à refaire le monde. On a fait la carte. On a demandé s'ils connaissaient des gars pour faire cette brigade-là. Voilà un petit peu l'histoire du démarrage du Crillon. Comment les autres. Alors j'ai eu des échos de l'époque la Tour d'Argent. Est-ce que vous pouvez tous les trois nous raconter le même moment, c'est-à-dire quand vous allez monter à bord du bateau, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti? Yves monte à bord peut-être en premier. Je me rappelle de la séquence de l'épisode où tu racontes l'époque de la Tour d'Argent, mais comment ça se passe l'embarquement avec Monsieur Constant? Quand on apprend que M. Constant va prendre la direction de l'hôtel Crillon, donc on est à la Tour d'Argent, et la Tour d'Argent, c'est un tacra. Je sais pas si d'ailleurs, on est dans une situation professionnelle qui ne convient pas. Voilà, on travaille parce qu'il y a un chef, Manuel Martinez, avec qui on s'est engagé et on l'a respecté, on a essayé de l'accompagner au maximum, mais on est au bout du rouleau parce que là, c'est la Tour d'Argent, c'est le mythe de la Tour d'Argent. Ouais, c'est tellement poussiéreux que ça ne convient pas professionnellement. Donc, on a qu'une envie tous de partir. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Ah, il y a on fait l'oxygène qui nous arrive. Donc, moi, je dis bien sûr de suite oui, sans aucun problème pour accompagner M. Constant sur l'aventure Crillon. Et c'est ce qu'a raconté M. Constant, c'est que voilà, après, c'était monter une équipe sans prendre un gars du Ritz, parce que le chef Guy Leguet, qui était une personne excessivement généreuse. J'adore. Moi, généreuse. Il a dit surtout, tu pars et tu prends personne. Donc, je suis à trouver, voilà, qui l'a amené dans l'aventure. Mais je pense que les personnes qui sont emmenées dans l'aventure, et c'était la volonté de Monsieur Constant, justement, c'est des bons professionnels, ça y a pas de souci. Mais c'est surtout des humains, des bonnes personnes, humainement parlant. Ouais. On savait qu'on allait attaquer rentrer dans une maison qui était pas facile, qui était dans des conditions particulières parce qu'elle n'avait pas été rénovée pendant des années, donc les conditions étaient assez vétustes. Donc il fallait des gens qui soient professionnels, mais surtout engagés humainement, et sur qui on peut compter. C'est un peu comme quand on construit une équipe de rugby. Voilà, c'est un peu à la vie à la mort, quoi. Ouais. On y va, si on décide de rentrer sur le terrain, on s'échappe pas, on va au bout du match, quoi. Donc c'était trouver des personnes comme ça qui étaient philosophiquement engagées comme nous et qui avaient une envie, c'est représenter Monsieur Constant, vivre une passion et la vivre avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'humanisme. Eric, Christophe, comment vous le vivez, vous, quand on vous appelle et quand on vous dit, ça vous dit de faire partie de cet équipage? Vous le vivez comment à ce moment-là? Donc moi j'étais aussi à la Tour d'Argent. Vous vous épanouissez également. Donc c'est vrai que quand on a su que Monsieur Constant, moi je ne connaissais pas à l'époque puisqu'il était au Ritz et moi j'avais travaillé au Ritz et je rentrais d'Espagne en plus, donc j'ai perdu un peu le fil parisien. Mais je sais plus si c'est Yves qui m'avait demandé ou Monsieur Constant. Ou peut-être même Monsieur Martinez. Moi, je sais pas, c'est vrai. Ouais, je pense que c'était par Monsieur Martinez. Évidemment, le Crillon, c'était quand même une très très belle maison. Ouais. C'est vrai, réputée dure. Ah ouais. Mais elle avait eu deux étoiles avec Monsieur Bonin. Enfin, elle avait quand même une sacrée renommée qui avait retombé un peu. Et moi, j'étais parti pour le challenge Crillon. Ah oui. Moi, c'est au départ, moi j'étais chez Guy Savoie. Enfin, ça faisait à peu près une année où j'étais occupé de la pâtisserie chez Guy Savoie et j'avais le mari de ma petite cousine qui venait d'arriver au Crillon, je crois, Éric Brial, qui était qui est quelqu'un de très dynamique et qui
un jour m'appelle et qui me dit tiens, je suis au Crayon, il cherche quelqu'un. Le chef est vraiment sympa. Il faudrait que si ça vous dit, on se connaissait pas plus que ça, mais avec Eric et du coup moi j'étais pas spécialement intéressé. Ça faisait peur quoi. J'avais vu, j'étais allé un soir et j'avais vu ce truc. J'ai dit voilà c'est pas. Et en fait donc j'en ai quand même parlé à Guy Savoie. Il m'a dit mais vous savez c'est une maison très dure, très difficile. Et il va vous presser comme un citron. Je me rappelle toujours la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit mais bon je vous comprends, allez voir, mais si ça marche pas vous revenez tout ça bon. Et donc j'ai rencontré le dieu là, qui est en face de nous. Non et surtout l'accueil tout de suite, je crois dès sa première minute, il était vraiment franc et je me rappelle il y avait des grands escaliers quand je suis arrivé donc on a descendu les escaliers donc et il me dit vous êtes de quelle région? Je dis Alsace. Il me dit en Alsace, si elle est bon ou les mauvais. Et je me suis dit ouais, il est drôle lui. Il a l'air marrant. C'est la phrase qu'on peut replacer partout. Et du coup on a regardé 3-4 minutes. Il m'a dit il y a 18 personnes sur la place, donc faut que j'ai la réponse rapidement. Et du coup je dis mais je vous rappelle. Et en fait je rappelais la semaine d'après ou Eric. Après ça s'est fait comme ça, mais c'était vraiment le fait d'avoir rencontré Monsieur Constant qui a voilà, je me suis dit, ça va. Je sentais tout de suite que, on allait être aidé parce que ça faisait. D'ailleurs, je dis, mais c'est trop grand. Il me dit, non, mais nous aussi, on galère, c'est le début. Vous étiez là depuis quelques mois, je crois, 4, 5, 6 mois. Ouais, par là. Ouais. On démarrait. C'est vrai qu'il y avait un pâtissier qui était pas terrible. et quand il parle de Eric, c'était Eric Brial, c'était le directeur de la restauration. Donc c'est pour ça qu'il contactait, il avait essayé de contacter son cousin ou son. Et je me rappelle, il y avait un petit bureau et quand on est passé, il y avait Eric et Yves dans le bureau et je me rappelle, ils étaient en train de raconter des conneries. Donc. Et je sais plus sur quoi. Je peux pas le dire ici, mais et du coup je me suis dit, c'est sympa, il y a de bonne ambiance ici. Et du coup je suis rentré mes 3 secondes parce que vous m'avez montré le bureau et on est rentré, on est ressorti et vous étiez surpris parce que vous étiez de dos. Et du coup voilà, c'était un peu les débuts. Je me suis dit ça va être voilà, donc c'est vraiment ça qui a fait tout de suite ce côté On sent qu'il y a un truc d'ambiance quand même. Comment on arrive et vous en parliez, chef Constant, comment on fait pour dessiner comme ça, créer, fédérer ses débuts? On se parle de imaginer le Crayon dans une maison en banlieue. Comment ça marche quand on est ensemble autour d'une table, qu'on est des chefs, qu'on a cette réputation-là, ce savoir-faire pour dire bon les gars, comment on attaque, par où on prend les choses? On raconte ça il y a 30 ans, quoi. Au début, c'est pas tout à fait comme ça. Il a fallu travailler dur, il a fallu se faire respecter, mais il y avait une bonne ambiance, il y avait des bons gars. Et puis, c'était des professionnels. C'est ça l'avantage, c'est que tout le monde savait bien travailler. Donc, quelque part, c'était plus facile. Et puis, bon, tout le monde s'est retroussé les manches, ils ont travaillé pour moi. Parce que maintenant, ils me rendent hommage. Mais moi, c'est à moi leur rendre hommage parce qu'ils ont vraiment bossé comme si c'était leur affaire. Ils m'attendaient le soir, je faisais le tour des tables. C'était des gars que je leur dois beaucoup, que c'est eux qui me disent maintenant que non, mais c'est l'inverse. Donc c'était une bonne équipe. Je crois qu'on était soudés. Et dans mon esprit, moi, j'avais connu l'époque où les chefs ne se lâchaient pas. Et moi, j'avais envie d'être bien entouré, bien sûr. Et quand je voyais qu'ils étaient professionnels, j'ai lâché la bride. Et ces mecs, c'était des gars. Enfin, ces mecs, c'est pas le bon. C'est bons cuisiniers, ces chefs. Ils avaient l'expérience et il faisait ce que moi je ne pouvais pas faire parce qu'en tant que chef, vous savez, vous êtes plus souvent à commander, vous êtes le chef d'orchestre, mais vous n'êtes pas le plus souvent au fourneau. Et c'est eux qui faisaient le boulot. À la limite, et même pas à la limite, c'était la réalité. Et bon, mais on parlait ensemble. Ils faisaient, on goûtait les plats, on décidait ensemble. Il y a une histoire d'ambiance, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une histoire d'ambiance. Mais l'ambiance, ça se crée, ça se fait. Tout à l'heure, Yves a dit une équipe de rugby, on était comme une équipe de rugby, on était soudés, il y avait des grands, des petits, mais pas facile. Voilà. Si c'était facile à mettre en place, voilà, il dit qu'il y avait tous les gamins. Oui, mais parce que tout le monde s'est respecté et tout le monde a gardé sa place. Eric était numéro 1, Yves était numéro 2, moi j'étais le numéro super, mais tout le monde s'est respecté. Et il y avait le chef pâtissier et on respectait tout le monde avait sa parole à dire et après le dernier mot c'était moi bien sûr. Comment les chefs racontaient comment
maintenant on arrive justement, qu'est-ce que vous aviez vous comme vision de cette alchimie? Parce que je me souviens des motifs concernant Chef Constant en disant un de ses grands talents, c'est quand même cette capacité à réunir, à fédérer, à unir, à sortir le meilleur de chacun pour qu'il y ait ce collectif-là. Mais je pense que Monsieur Constant était en avance. Non, de toute façon, il était en avance. Il le faisait pas volontairement. C'était juste naturel, quoi. Déjà, pour se comporter comme ça et pour fonctionner avec une équipe, que l'équipe fédère, faut aimer les gens. Et c'est l'une des forces de Monsieur Constant, c'est qu'il aime les gens. Voilà. Quelles que soient leurs origines, leurs couleurs, on s'en fout. Il aime les gens profondément. Et il était en avance parce qu'il avait un management participatif. On pouvait parler. Et à la limite, le premier, le chef de parti, on pouvait dire ce qu'on pensait. On savait qu'on n'était pas on n'avait pas quelqu'un qui allait nous juger. On avait quelqu'un qui allait écouter. Et comme il était assez pertinent pour savoir que c'était pas le meilleur cuisinier du monde, il prenait les idées des uns et des autres. Eric avait son style de cuisine qu'il a encore aujourd'hui. Moi, j'avais par rapport à mes origines, un style différent, même si les fondations sont assez identiques. Et Christian Constant était au bout de la chaîne. C'est lui qui a la finalité, bien sûr, à les valider. Mais il écoutait l'ensemble. Et nous, on écoutait les chefs de parti, on écoutait les commis. Quand on voyait des gars qui arrivaient, qui étaient intéressés, on était à l'écoute. On n'était pas à leur dire, tais-toi, fais ce que je te dis, tu verras plus tard. Oui, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce que ce qu'on dit là, c'est pas rien quand même de dire que en tant que chef, on a conscience qu'on n'est pas le meilleur. Pardon, parce que j'en ai interviewé quelques-uns, et parfois on peut douter quand même, parce que non, mais c'est normal aussi qu'on ait cette conviction de se dire, moi, je sais faire parce que je suis chef. Je vais reprendre, moi, Zidane, c'était le meilleur joueur du monde parce qu'il en avait 10 à côté de lui, quoi. Tu vois, parce que tout est là. Et ouais, mais c'est pas facile d'avoir cette conscience-là. De comprendre ça, mais oui, mais quand t'as l'humilité de comprendre ça, quand tu penses que t'es le plus beau, le plus grand, et que tu l'as la plus longue, et que tu comprends tout, ça fonctionne pas très longtemps. On a des exemples, malheureusement, assez. Mais c'est plutôt répandu, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est Eric, de cette capacité de conscience, d'humilité pour fédérer, en fait. Il faut ça. Moi, je pense qu'au Crayon, j'avais dupliqué exactement le même process, en fait, j'étais tellement dans ce truc. Formaté un peu, ouais. Et du coup, moi, naturellement, j'ai fait la même chose, en fait, Moi, je vais prendre un exemple. Maintenant, Eric est parti à la retraite, il va partir à la retraite. Ça vaut. J'ai pas l'impression, pardon. J'avais des retraités un peu plus calmes. On s'est parlé il y a quelques jours. Bristol. Bristol, il y a pas longtemps. Donc, il a fait un repas, un dîner d'aller du départ. Ouais. Il a mis 15 minutes à remercier ses brigades, dont une personne, Franck Leroy, qui était son bras droit, qui était son HLM bras droit, on peut l'appeler, quoi. Ah ouais. Il a reproduit, quoi. Quand on voit ce qu'Eric a fait au Turek, tous les mots qui sont sortis de Bristol, toutes les formations qu'il a fait, il a reproduit avec son style à lui, sans copier. C'est ça qui est vachement important. C'est pas une copie. Ouais. C'est vraiment une philosophie. Et la philosophie, tu l'adaptes à ta personnalité. Toi, tu sais pas te faire pareil que Christian Constant. Il y a une mécanique, tu vois, de management, quand même. C'est ce qu'on décrit. Voilà, il y a une mécanique, mais après, chacun l'adapte. Et c'est l'exemple d'Eric avec tes gars, quoi. Ah bah, complètement. Oui, moi, je serais pas passé par la case Crillon et Monsieur Constant. Je doute que je serais là où je suis aujourd'hui. Ouais. Mais ça tient à quoi? À la considération des autres, parce que Yves parle de la capacité qu'avait le chef Constant à faire dire, à laisser la place, en ayant le final cut évidemment, mais ce côté je consulte. Cette humilité, ce que disait Yves, en fait, je pense que c'est la base de tout. C'est on est tous on est tous participatifs. Aussi les gens qui sont chefs de parti ou commis, ils ont envie de vous faire voir des choses. Ouais. Donc de faire participer tous ces gens-là, en fait, évidemment, ça amène des visions différentes, des cuisines différentes, une approche différente. Oui, mais et chef, pardonnez-moi, ça amène énormément, mais après on fait ça tambouille entre guillemets. Ouais, mais vous qui êtes par exemple qui êtes indissociable encore aujourd'hui du Bristol, parce que vous avez marqué l'histoire de cette maison. C'est une maison immense. Même dans une maison comme ça, par exemple, on arrive à implémenter l'héritage constant, c'est-à-dire de faire parler le plus petit, le commis, machin, vraiment. Mais même à l'embauche, j'aurais pas eu le certificat de travail du Crillon. Je suis pas sûr que je sois embauché au Bristol. C'est certain. Ouais. Mais vous, au Bristol, vous arriviez à communiquer avec les plus petits, à les entendre, à les écouter, à mettre ça en place aussi. Oui, mais bien sûr. Mais je pense que c'était naturel, en fait, on n'allait pas chercher ça. C'était naturel pour nous, en fait. Ouais. C'est un attelage spontané, en fait. Il y a de ça, en fait. Je crois que l'époque a changé. C'est que à cette époque-là, on avait envie de donner. J'espère que maintenant c'est pareil. Mais ils ont gardé cette image-là. Eux n'ont pas changé. Ouais. Peut-être que l'époque a changé parce que vous pensez que les gens ne sont pas, ils ont pas l'humilité, ils ont pas si. C'est Christophe avec Camille. C'est pas facile. Voilà. Même, tu vois, en parlant de Christophe,
pour le vrai constat, et peut-être ce qui définit en fin de compte la philosophie Constant, c'est la pâtisserie. Avant Christophe Felder, il n'y a pas un pâtissier qui est connu. Oui. Je suis désolé, moi je le crie fort. C'est un segment qu'on ne regarde pas. Il y a déjà les pâtissiers de boutique. Il y a Gaspard Lemotte, Pierre Armé, qui sont là déjà en boutique. Mais en tant que pâtissier À l'assiette. pâtissier de restaurant, pâtissier d'hôtel, personne n'est capable de dire qui était le chef pâtissier du Ritz en 80. Personne n'a parlé qui avait travaillé, personne. Et ça rejoint exactement la philosophie de Christian Constant, c'est que Christophe est arrivé, déjà il nous a dit, attention, c'est un pâtissier, mais on a besoin, il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe. Parce qu'on avait tendance, les cuisiniers, à sous-estimer le travail un peu des pâtissiers. Donc c'est comme ça. C'est vrai. Un peu d'ego, parce qu'on a du caractère. Non, Christophe, il a intégré l'équipe comme s'il était avec nous, quoi. Et c'est la première fois dans l'histoire de la gastronomie française que le pâtissier d'un restaurant n'est pas mis à l'écart. Pas mis à l'écart. Et quel dommage si on l'avait mis à l'écart. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais comment c'est vécu ça, Christophe, justement? Parce qu'avant, Eric, tu parlais de l'humilité de Monsieur Constant. C'est vrai que il y avait l'humilité, mais il y avait aussi toujours la recherche du bon goût, quoi. Enfin, la qualité, fraîcheur tous les jours, mais et sans mettre enfin moi je sais, j'ai pas de souvenir qui m'ait dit un jour il faut faire ci, il faut faire ça, ou ça c'était pas si, jamais, toujours dans la construction. Enfin c'est vrai que et Eric et Yves derrière, moi je me rappelle des banquets, des fois on avait 5-6 banquets, ça passait de 50 à 80. Je me rappelle il y a des soirs où soit Eric il venait dès le début, il venait aider, et je disais non mais ça va, t'inquiète, et il venait aider, et après moi quand j'ai des fois commencé à faire des formations à Saint-Jean, l'École nationale de la pâtisserie, et quand je racontais, ils me disaient mais c'est pas possible, ils arrivaient pas à croire que on s'entendait comme ça. Vous le viviez comment, justement, parce que vous l'aviez pas forcément expérimenté, ce modèle-là, d'être cette horizontalité, ce fait qu'il y ait moins cette cloison, ou pas du tout même d'ailleurs cette cloison. Non mais c'était, on s'est jamais posé cette question en fait, mais je me rendais compte avec les années qu'en fait c'était unique. Ouais, c'est ça, vous avez Crayon. Ouais. C'était unique cette entente, et on échangeait, il y avait pas d'ego, de trucs. Il y en a un qui fait ci, qui fait ça, pas du tout. On n'était pas à la recherche de la célébrité ou c'était collectif. On travaillait, quoi. Je pense qu'on a été éduqués aussi comme ça. Et avec Monsieur Constant, si je pense maintenant à mon père, c'était un peu les mêmes paroles, quoi. Enfin, et Monsieur Constant était moins chiant encore que mon père, parce que comme il y avait le respect, il avait très chiant, sans les de la famille, il disait toujours que c'était bien, alors que des fois on sait très bien soi-même quand c'est moins bien, on le sait déjà. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Quand il y a un truc aussi, vous vous rappelez, parce qu'on avait, c'était quoi la crise là, qui y avait eu quand on était au Crillon. Là, ça avait ressoudé vachement aussi les équipes. La guerre du Golfe, non? La guerre du Golfe. Après la guerre du Golfe. Non, la guerre du Golfe. Oui, où l'hôtel était descendu à 15% de taux de remplissage. Ah ouais. Monsieur Constant nous a énormément protégés pour garder. Parce que la direction, ils voulaient dégager le monde. Ils se rendent pas compte. Ça perd de l'argent, faut tout de suite dégager. Mais il fallait quand même essayer de garder. On a essayé de construire autrement. On a fait partir les gens qui servaient à rien, mais qui étaient les moins utiles dans la maison, quoi. Ouais. Voilà. Comment, chef Constant, on fait pour justement, c'est une alchimie dont on se parle qui est difficile, sur laquelle il est difficile de mettre des mots, une méthode, un mode d'emploi. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs ou de restaurateurs qui aimeraient trouver justement ce truc qui fait que une équipe se soude et que la mayonnaise prenne comme elle a pris là. Ça se joue à quoi? On sent qu'il y avait on se parlait tout à l'heure d'aller boire des verres après le service. Il y a eu quelques bières qui ont dû souder un peu les choses, forcément. L'après-service, comme on se parle de rugby aussi, ce qui se passe après les matchs, ça se soude énormément. Mais ça, c'est pas le chef qui peut le faire. D'ailleurs, en général, le chef, il est pas là quand on va boire des bières. Moi, justement, j'étais avec eux. Je lâchais rien parce que je voulais entendre tout ce qu'ils disaient derrière. Non, 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 je pense
que c'est ça aussi qui fait une force, c'est de continuer avec eux, d'être là le matin avec eux et d'aller le soir. Et quand le soir, on refaisait un débriefing de la soirée. Moi, j'allais voir les clients, comme je disais, et je leur racontais. Et eux, ils s'en servaient pour le lendemain, quoi. C'était un apprentissage, c'était une mode de travailler. Maintenant, comment il faut faire? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons gars qui étaient vaillants, et je crois qu'il faut... Vous avez choisi. Oui, j'ai choisi, mais je savais pas où j'allais aller. J'en connaissais un, je connaissais pas Eric, je connaissais pas bonne pioche, quand même, bonne pioche. Voilà. Non, mais après la mayonnaise, comme on dit, a pris. Mais tout ça, c'est une question d'équipe. Il y avait un gars du Sud-Ouest, il y avait un Normand. Eh ben, ils se sont entendus. Pourtant, il y en a un qui aime le rugby, l'autre le foot. Voilà. Et on a créé quelque chose. On a créé une ambiance. Mais la première des choses, c'est des travaillants, ils étaient bosseurs, et puis après, si tout le monde y met un peu de sien, ça doit arriver, quoi. Hein. Ouais, mais vous avez un statut, tous, c'est le nom de ce podcast d'ailleurs. Quand on est chef, il y a une notion d'autorité. Comment on arrive à placer le curseur justement entre je me fais respecter, mais je fais partie de l'équipe, j'emmène mes gars, mais je garde la bonne distance. C'est hyper difficile, ça. Mais vous décrivez ça de manière très naturelle, mais il y a plein de chefs qui y arrivent pas. Hein. Non, mais il y avait surtout la rigueur. Il y avait parce qu'il y avait l'amitié, il y avait, comme a dit Yves tout à l'heure, il y avait quelquefois des moments plus ou moins durs, pas moi, mais eux entre eux. Et ben il y avait la rigueur et il y avait le respect. Et puis comme tout le monde savait plus ou moins travailler, tout le monde se respectait. Quoi. Je pense que sur ça, il y avait aussi tous les trois, pas que nous, tous les gars qui étaient là. L'équipe. L'engagement était exemplaire. C'est-à-dire, fais ce que je dis parce que je le fais, quoi. Tu vois, c'était pas du blabla à dire, faut faire, qu'on le faisait pas. On était tous dans le même bateau. On bossait tous comme des fous et tout. On s'investissait pour le bien de la maison. Alors, mais bon, il y avait Thierry Breton, il y avait Thierry Fauché, Emmanuel Renaud, il y avait Jean-François Piège, voilà, il y avait Gilles Marchal, Rosanna, voilà. Christophe Adam, après. Même l'autre Gordon, quand on se regardait professionnellement parlant, il n'y avait pas de souci. Ouais. Il y avait aucune jalousie. C'est ça qui est important, parce que souvent les gens... Parce que vous jugiez pas, vous. Ah non, ouais. Vous jugiez Oui, pas. voilà. Tout le monde, du coup, c'est ça. Au sous-chef, de la même façon, avec la même directive et la même rigueur. Donc, non, mais ça, c'est hyper important, ce qui se dit là. C'est que le chef influe sur le mood que doit avoir aussi sa ruisselle, quoi. Si vous aviez regardé le chef de parti ou le convignal sans trop les calculer, c'est pas la même chose. C'est ça. Ça, si vous regardez comme vous sous-chef, c'est pas la même chose. Tout le monde, ouais, bien sûr. Chacun a son poste, parce que les postes étaient quand même assez définis. On savait très bien que vous pouviez avoir un mot gentil, un peu de décontraction, mais que derrière, il y avait rigueur et discipline. Parce qu'on oublie, c'est un fils de gendarme. Non, mais c'est important. Non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est un fils de gendarme. Donc, obligatoirement, c'est une indication carrée, rigueur, ce qui n'empêche pas la liberté, ce qui n'empêche pas l'état d'esprit décontracté. Les valeurs. Voilà, les valeurs. Mais quand on se met au boulot, on respecte le boulot, on respecte le patron. Quand il nous parlait des gens de TTLG, c'est ça. Pour nous, c'était un patron. On devait dire, c'est un enfoiré, non, c'est un gens de TTLG, on a respect nourri, quoi. Mais, et tout ça vient quand même de votre comportement à vous. Je suis fier de ce qu'ils disent, quoi. C'est vrai que le respect, il est là. Et l'équipe s'est formée comme ça, hein, c'est tout. De toute façon, quand votre famille venait, vos sœurs ou les neveux et tout, je me disais, ouais, c'est une famille comme on aime, voilà. Donc ça rassurait quelque part. On se parle d'exemplarité, là, en fait. On se parle d'une exemplarité qui passe pas par l'autorité, pas par fais ce que je te dis, mais juste je suis. Et en adoptant une posture, et ben finalement, la cuisine, elle suit, en fait, elle prend le même sillage, en fait. C'est pas si évident et c'est pas si courant. On se dit un truc là aussi, c'est qu'on a cité tous ceux qui sont pas autour de la table parce que là, on a un peu la crème de la crème, des champions du monde, mais il y en a eu d'autres dans l'équipe et on se parle de gens aujourd'hui quand on cite leurs noms qui sont des cuisiniers d'exception. À l'époque, vous aviez pas tous, et c'est normal parce que la route n'avait pas encore eu cette longueur-là, la notoriété et le succès et la reconnaissance que vous avez tous aujourd'hui. Mais rétrospectivement, quand on y pense, on se dit mais c'est dingue que sous un même toit, dans cette même cuisine, il y a eu tous ces mecs-là à un moment. Moi, Ils sont sortis du crayon, c'est tous des patrons. Voilà.
Moi, quand je vois tous les gars qui ont travaillé au crayon, ils ont presque tous réussi. Je dirais tous, sauf ceux qui ne sont pas restés. Ceux qui sont restés longtemps au crayon, c'est vrai que vous prenez toute l'équipe, parce qu'on n'a pas parlé. Mais c'est il y a dingue. Jean-François Pêche, il y a Roquette, il y a Emmanuel Renaud, il y a tous ces 3 étoiles, 2 étoiles, et les bistrots. Vous avez ceux qui ont suivi comme Thierry Breton, Thierry Fauché, et sûrement qu'on en oublie. Il y a quand même un niveau qui était très impressionnant. Est-ce que vous pensez que, ou en tout cas, je ne peux pas poser la question, de toute façon, ils sont pas là, mais à vous, qu'est-ce que vous avez emporté? Quelles sont les compétences avec lesquelles vous êtes ressortis de cette expérience-là et qui vous ont suivi, vous ont marqué et vous ont aidé à porter votre histoire à chacun ensuite? Moi, je pense de la confiance. Confiance en moi. Ah ouais. Bon, c'est le plus important. Parce que de savoir tailler une carotte, de savoir cuire un poisson, c'est ça, c'est confiance en soi. Être sûr de soi. Ce que je pense que est très important quand t'es jeune. Ouais, surtout quand on entreprend après, en plus, quoi. Prendre confiance en soi. Oui, parce qu'il y a encore l'étape supplémentaire. C'est l'accompagnement quand on est parti. Parce que ça, on ne parle pas, c'est encore un truc à part. À 90%, quand tu quittes une maison, on te brûle. Comportement du chef du Ritz. Tu pars, mais tu prends personne. Voilà. Bon, quand j'ai dit que je vais partir, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'installer, je vais t'aider si t'as besoin. Financièrement parlant. Alors, humainement parlant, je vais aller t'aider, mais bon, tu vois, c'est encore une étape supplémentaire. Ouais. Ça en dit long, surtout. Et qui n'a pas une âme de patron à la base. Ah non, débat ouvrier, c'est je sais pas comment le dire parce que il y a des émotions à dire ça, mais c'est la vérité. Parce qu'en plus, moi, je voulais me barrer parce que je voulais m'installer. Ouais, Yves voulait descendre chez lui à Pau. Ouais. J'ai dit putain. Non, c'est lui qui m'a dit. J'ai dit non, j'ai dit à Pau tu pourras toujours y redescendre. Pau c'est la campagne. Je m'excuse pour la réussite d'un cuisinier, je savais qu'il allait réussir quelque part. Ouais. Il me dit je veux un bistrot. Mais j'ai dit on va le choisir ensemble, on a parlé, on a été voir et quand on a trouvé l'endroit, c'était un endroit un peu perdu. Hein. C'était pas évident parce qu'à l'époque. Non. Mais j'ai dit il y avait l'équipe à côté, tout ça. J'ai dit tu vas pouvoir faire des petits prix et tu vas voir la clientèle. Et comme je savais ses qualités, je savais que il allait réussir systématiquement. J'aurais mis 100%. Quoi. Moi, dans le cas absolu, je sais plus, c'est mon papa spirituel. Mais bon, pareil Eric, pareil Fauché, pareil Breton, peut-être qu'il est là présent. Ouais. Ça c'est. Il y a une affiliation qui est particulière. Là, pour le coup, c'est toi qui as montré l'exemple, quand même. De la régalade. Et nous, on a enchaîné derrière. Avec Eric, il t'a accompagné aussi, quoi, tu vois. Oui, mais attends, mais premier soir, on ouvre, il nous met 50 couverts, parce qu'il y a une soirée du livre, et vous emmenez tout le monde là-haut. Évidemment, merci, monsieur Constant, quoi. Oui, on comme ça, c'est... Alors que la politique était plus, t'en vas de chez moi, tu quittes le groupe, t'es brûlé. Cette philosophie-là, à l'époque. Comment Pardon. Non, mais c'est vrai que juste pour, la régalade, ça a été dans la continuité du Crayon et finalement après ça marchait ensemble pendant. Après il y avait et partir après moi. Et il a pas voulu. T'es gentil. Mais attends, non encore. Non, mais il y avait le meilleur ouvrier de France. Voilà. Il m'avait dit, je veux faire le meilleur ouvrier de France, je vais rester encore. Et j'ai dit, bon, c'est bien, quoi. Et j'étais fier qu'il y ait quelqu'un qui est au moins le meilleur ouvrier de France dans la brigade. Et il a tenté, je savais qu'il allait, il avait les 90% de chances de réussir, à moins de tomber le plat, quoi, voilà. Bien vu. Il faut qu'on parle de cuisine quand même parce que à l'origine et de cet épisode pour lequel on se réunit aujourd'hui, il y a encore une fois ce récit d'Yves qui me dit d'ailleurs, je vais mettre l'extrait là. On faisait une andouillette de pied de porc. On avait osé quand même à la carte du Crayon de faire une andouillette de pied de porc. C'était assez exceptionnel quand on a présenté ça au directeur Hervé Oudré du Crayon. Il nous a dit mais les gars, vous êtes pas un peu branques, on n'est pas au pied de cochon ici. Mais on lui a dit pourquoi vous dites ça? Et je lui ai dit, vous allez voir, vous allez goûter, et vous allez nous dire si c'est pas bon. Et quand on lui a fait goûter, il nous a dit, tiens, c'est super bon. Mais c'est vrai qu'on avait travaillé en enlevant un peu ce côté gélatineux qui pouvait être déplaisant. On en a fait une andouillette avec une duxelle de champignons, on faisait une farce fine de veau. Bon, il mettait aussi un peu de truffe dedans. Et c'est vrai que c'était joli parce qu'on en faisait un cylindre qu'on éminçait assez finement, qu'on présentait dans l'assiette de façon assez géométrique. Donc il y avait le visuel, il y avait le goût et il y avait l'émotion.
on faisait un filet de maquereau avec une crème de moutarde avec les grains de moutarde accompagnés de pickles de betterave avec un peu de réfort. Et c'est vrai que d'oser mettre un filet de maquereau qui faisait partie, voilà, je dirais des produits de base, qui n'étaient pas des produits nobles, et de lui donner des lettres de noblesse par notre technique et notre vision, et surtout de le mettre, voilà, de le servir dans une assiette Bernardo qui était signée à l'époque par Sonia Riquel, autour du marbre et de l'argenterie et de l'or qu'il y avait dans la salle des ambassadeurs. C'était un contraste assez saisissant. Et ça a été un déclencheur, parce que je pense que c'est justement là que quand moi c'est construit, que c'est construit ma cuisine, et surtout c'est construit cette envie d'anoblir tous ces bas morceaux, on va dire, hein. C'était sans être péjoratif. C'est-à-dire, on va manger une sardine, mais on va avoir autant de jouissance que si on mangeait du caviar. Est-ce qu'on peut parler de ce geste d'audace que d'aller vers cette cuisine dans ce genre d'endroit, parce que c'est un endroit de prestige, c'est déjà une institution. Ah mais ça c'est vous. Ouais. Parce que ouais, Jean Tétagé quand j'arrive au Crayon, Jean Tétagé me convoque. Il y a 2 étoiles qui sont un petit peu à la limite de disparaître, puisque je pense que le Michelin avait été le voir, et il y avait dit que l'année prochaine, c'est pour ça qu'il cherchait un chef, l'étoile partirait. Vous êtes sur la sellette, en gros. Je suis sur et Jean Tétagé, qui était garde des Sceaux, ancien ministre. Ah ouais. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, c'était de la démagogie, machin. Il avait un bureau de 3 mètres, et il m'avait dit la seule chose que je me souviens, il m'avait dit, si vous perdez la 2e étoile, vous savez que la porte était grande ouverte. Donc ça voulait dire que je partais, mais que je pouvais partir. Putain, my God. Ah ouais, c'était comme ça. Et bon, après quand on a mis les plats un peu canaille, quoi, le pied de porc, la tatane pied de porc, la tête de veau, je crois, voilà, des plats comme ça. Il y avait Sonia Riquel et Jean Tétagé qui mangeaient ensemble, puisque c'est elle qui avait fait les décors de là-bas. Ouais. Et il a dit jamais ça passera. Et il y avait quelqu'un de la famille aussi, m'avait dit ne fais pas ça, parce que quand Jean Tétagé va voir ça, vous allez vous faire virer. Et bon, avec les lascars que j'avais, ils ont dit si, il faut essayer. Et puis voilà. Et on a tenté et on a réussi. Tout le monde, tous les journalistes disaient c'est incroyable de manger ces plats-là dans un lieu avec des rideaux Sonia Riquel. Mais souvent on se parle d'audace de manière un peu galvaudée. On dit oui, ça fait preuve d'audace. Hein. Aujourd'hui, on fait un trait de truc, c'est de l'audace et tout. Bon, là pour le coup, c'est vraiment le cas. Ah oui, au Crayon, on était les premiers à avoir lancé cette mode ou cette tentative. Au début, en fait, c'est la première carte de restaurant qui est une carte de restaurant, qui n'est plus une carte classique d'hôtellerie. C'est presque une carte de bistrot. Non mais au niveau, il y avait de la truffe, andouillé de pied de porc, il y avait de la truffe, du foie gras, la tête de veau, il y avait du homard, il y avait c'était anobli, c'était des plats anoblis. Je raconte la tête de veau, quoi, la tête de veau avec Jean Didier. Ah bah oui, tête de cochon. Tête de cochon. Avec Jean Didier, c'était Jean Didier, c'est le Bottin gourmand. À l'époque, c'est celui qui avait fait le Bottin gourmand. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle qu'on avait fait cette tête de cochon clean sur os et après repoêlé avec une vinaigrette au jus de truffe. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, hein, ça. Il y a des plats qui étaient vraiment marquants. Et il a goûté ça, il a pris le téléphone et il a dit au Bottin gourmand, vous mettez la note maximum pour Monsieur Constant. Mais on sent que c'est marquant parce qu'il y a aussi une implication. Alors oui, il y a le geste qui est un peu audacieux, qui est un petit peu original, mais on sent aussi l'implication justement technique. On se parlait tout à l'heure d'exigence, d'excellence. Il y a aussi ça. Il y a un double discours. Il y a le souvenir qui est fait de tout ce que vous y avez mis en fait dans ce plat. Au-delà du geste qui est un petit peu audacieux, quoi. On sent qu'il y avait un investissement qui était dingue. Il y avait le cœur. Oui, certainement. Mais culturellement aussi, c'est se dire que l'émotion, que la jouissance de manger, t'es pas obligé de l'avoir qu'avec du caviar et du turbo et du bar. Ou de la sorte, qui sont des produits exceptionnels. Ouais. Tu peux l'avoir avec des produits qui coûtent 3 €. Ouais, le maquereau dont on parlait. Le pied de cochon, le pied de cochon. Quand je quitte la verrière, je reproduis aussi encore le même schéma. Maquereau au vin blanc. Bristol. Maquereau au vin blanc. Bristol.
J'en parlais toujours, mais j'en parle souvent. J'ai ce macaron au vin blanc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et t'avais anoblir ces petits produits. Et gustativement, en fermant les yeux, quand tu le mets dans la bouche, tu fais, waouh. Moi, je me souviens le maquereau aussi que vous faisiez en rond avec du concombre dedans, du caviar et une crème au réfort. Ça, c'est vous c'est le Normand qui ressortait ses plats de Normandie. Ce même esprit, le produit très, très, pas noble, mais extraordinaire. Mais ça ouvre une voie quand même. Alors Yves en a un bon représentant parce qu'après on a mis des mots là-dessus et la cuisine, disons celle qui n'est pas des palaces mais peut-être plus des bistrots ou du restaurant, c'est anobli aussi. Il y a eu une espèce de vase communicant. Ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est que ça a ouvert une voie à une phase de la restauration. Alors on va parler de la pâtisserie aussi parce que Le changement de pâtisserie. Voilà. Le chariot qui a disparu. ouais. Ils ont fait les desserts à l'assiette. Ouais, Moi, je me rappelle aussi de un autre, la salade verte que vous faisiez au crayon, avec un mélange d'herbes. Il y avait plein d'herbes et j'essaie de la refaire des fois chez moi, mais il y avait 17 ingrédients dedans. C'est marrant, il essaye, il en a encore en stade de le laisser. Maintenant plus tard. En fait, la salade elle était exceptionnelle de cette salade là, incroyable. C'est une salade verte. Et c'est pareil, un peu pour se tenir avec elle. La quenelle au chocolat. Ah oui. Elle faisait les pâtes au chocolat aussi. Ouais, les pâtes au chocolat. Elle faisait les pâtes au chocolat pour Sonia Riquet. Les ravioles au chocolat. Les pâtes. Ouais. Ouais, non, c'était des. Mais moi, quand vous parlez de la cuisine du crayon, nous on allait des fois quand on pouvait avoir un plat là, parce que c'est surtout le goût, parce que il y a beaucoup de gens qui revisitent des plats, mais que ça soit très bon et fin et modernisé. C'est un peu comme la Porsche 911 quand on regarde depuis 60 ans. Mais elle a toujours été refaite et finalement quand on regarde, on dit c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas évident à faire. Ah non, mais bien sûr. C'est culte, c'est ce qu'on appelle des choses iconiques, c'est des choses qui rentrent dans l'histoire. C'est un geste, une intention, un plat. L'implication que ça a eu et l'onde portée pour la pâtisserie, est-ce que, rétrospectivement, vous l'avez observé, vous, Christophe, sur votre métier, elle est évidente, en fait, la part que ça vous a donné, la lumière que ça vous a donné, à vous, bien sûr, mais aussi à toute la profession. Moi, quand je suis arrivé au crayon, comme je regardais beaucoup ce qu'ils faisaient en cuisine, et moi je suis fils de boulanger, donc j'aime bien les choses pas trop compliquées, le goût toujours. Et donc j'ai un peu. Alors au départ il y avait des chariots de dessert, c'était bien, mais finalement il fallait monter le chariot à 19h, c'était jamais parfait quand les gens passaient au dessert. Donc finalement, on est un peu passé à l'assiette et on a un peu copié sur ce qu'ils faisaient en cuisine en faisant pâtisserie, tout simplement. Ça fait beaucoup de un peu pour décrire une révolution, si je puis me permettre. Ouais, non mais on faisait quasiment, on recuisait pour dire tellement on était un peu taré, on recuisait le millefeuille le soir alors qu'on l'avait cuit à midi, même on faisait des picoulov, c'était recuit le soir. Et je me rappelle un jour, il y avait toute l'équipe du CAS qui était venu avec l'équipe des débuts d'Hermé. Ils ont dit mais c'est quoi le secret le goût et en fait on faisait tout au dernier moment. On n'avait pas 50 000 trucs et c'était pas très très compliqué, mais c'est au niveau du goût, c'était comment cuisiner. Enfin, on essayait de faire comment cuisiner. Ouais. J'ai toujours essayé parce que pour eux c'était. J'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient. Je me rappelle. C'était leur grammaire, c'était comme ils faisaient comme ça. Enfin, on faisait même les chips, les trucs. C'était sur assiette déjà, alors qu'eux ils n'avaient pas l'habitude. Mais c'était toujours au dernier moment, c'était frais et Christophe était inventif, quoi. Parce que des fois, on lui dit, qu'est-ce que tu vas mettre sur l'assiette? Ben, vous allez voir. Au dernier moment, il crée. Non, mais c'est marrant comme quoi. Ça. Et comme quoi un véhicule raconte le truc. Le fait d'être à l'assiette crée une contrainte, crée un cadre, crée, du coup, on va pas dresser 6 heures avant, on va pas machin. Donc, toutes ces contraintes-là, guident un peu le geste. Oui, mais encore, l'environnement joue quand on est un environnement un peu, humain et en même temps. Quand vous commencez tous à décrire un peu l'environnement et l'ambiance, c'est toujours un petit sourire qui pointe là, une espèce d'œil canaille là, parce que je sens qu'il y a plein d'anecdotes qui remontent. Non, mais c'était marquant dans le sens où on avait envie de faire plaisir. Je pense d'abord à Monsieur Constant pour qu'il soit content. Et finalement, le client, il en profitait. On pourrait le dire dans le sens là. Mais c'était un peu ça. Enfin, vous étiez là-haut parce qu'on était nous au sous-sol et vous étiez au rez-de-chaussée. Et ce décalage, c'est vous qui finissiez les pour le service, quand il y avait le service. La pâtisserie, tu avais ton poste aussi là-haut de la même manière.
que la cuisine, en fait. Ouais. Ouais, j'ai des bons souvenirs avec Laurent Jalin qui est plus là, mais qui a tellement travaillé justement en haut dans cet endroit où il fallait les gens qui soient ils sont assis et ils choisissent 6 desserts différents faits à la minute. Enfin, ces trucs, mais finalement ça se passait bien. Il faut dire que la cuisine du Crillon était en bas et le restaurant en haut, donc pour envoyer au bon moment chaud et dresser au dernier moment, s'il y avait des glaces, fallait que ça pouvait pas attendre, quoi. Comment ça s'est passé l'après, comment on se suit, comment on se quitte, comment on se quitte avance jamais, après. Non, pas se quitter. Comment ça se passe? Eh bien, on s'appelle, on se voit, s'il y a un anniversaire, s'il y a quelque chose, s'il y a un repas, ou s'il y a un événement comme hier ou dans la semaine, eh bien, tout de suite, on dit pas non, on dit, mais bien sûr, quoi, voilà. Ouais. Et c'est un plaisir de se revoir, de travailler ou d'aller Ce manger. lien, il est indéfectible quand même. C'est rare, hein. Il y a pas beaucoup, j'imagine, de teams comme ça. Alors si, il y a ce concept de, on en a chié ensemble, souvent. Ah oui. Ça soude, hein. La galère, ça soude énormément. Mais votre bande, cette bande-là, et d'ailleurs à l'occasion de ce festival, c'est pas rien de dire la bande du Crillon. Il y a un truc quand même. Mais aussi, on fait partie, je pense, de la dernière génération. Il n'y a pas les réseaux sociaux, tout ça apparaît après 90. C'est vrai. Donc même si c'est fabuleux, il faut pas aller contre ça parce que je pense que c'est aussi intéressant quand c'est bien utilisé, mais ça amène quand même l'individualisme. Ouais. Tandis que là, toi, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas l'image. Toi, c'était Christian Constant, nous, on était les petits derrière. Alors, les deux Amessous ont avec lui pour nous présenter. Mais on peut se faire connaître que par lui. C'était votre Instagram, Christian. C'était le Instagram. Je me souviens d'Yves Cardeborde. À l'époque, je faisais une émission pas souvent de télévision. Ouais. Et je lui ai dit, il faudrait que tu viennes un jour parce que, il voulait pas. Et maintenant, quand je le vois parler, voir à la télé, Il est partout en plus. Il est partout et il a dépassé. Et je pense que il était bon cuisinier, mais il est très bon à la radio, à la télé. Et je pense qu'il aurait dû commencer par là peut-être. Pourquoi il a fait de la cuisine? Il a fait quand même 2-3 trucs. Et il voulait pas y aller, je vous promets. Ouais, non, j'ai dit il faut y aller. Je me rappelle bien de Yves, même quand il y avait des clients qui voulaient nous inviter à la table à la fin pour, ils disaient, je veux pas y aller, non. Et il partait. Mais il partait alors qu'il devait y aller, quoi. Mais il partait, on mais n'arrivait ils pas ont à le trouver. changé tous les deux, hein, que ce soit Yves ou Eric et même. Ah, évolué, pardon. Mais enfin, ouais. Excuse. Sur télé quand même, on devait jamais passer. On était en short, on était en tongs, on était avec vous, et qu'on devait pas passer à la télé. Moi, je me rappelle. Mais... Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que moi, je pense à tous ceux que vous avez fait rêver. On est évidemment très écoutés par les gens, les professionnels et les plus jeunes aussi qui, parce qu'ils en ont entendu parler ou parce qu'ils vous ont croisé, repensent à cette période-là et aimeraient aussi la vivre. Qu'est-ce qu'on doit dire aux plus jeunes pour tenter d'approcher justement ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? Qu'est-ce qu'on doit avoir j'allais dire en main, mais non, c'est dans la tête. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour essayer de... Bah, déjà la passion, déjà la passion. En cuisine, c'est tout le monde, non? Je sais pas, mais passion, vrai, oui. la passion, être vaillant, pas regarder les heures, parce que ça, il faut. Mais ça existe en cuisine, des gens qui sont pas passionnés, qui regardent pas les heures? Je sais pas, si dans notre époque, si maintenant ça existe, je ne sais pas, mais il n'y avait pas la journée continue, il n'y avait pas de coupure. S'il fallait travailler le samedi et le dimanche, il n'y avait pas de règles. Maintenant, voilà, quand vous me demandez ce qu'il faut aux jeunes, c'est ça. Je dis pas que ce n'est pas exécuté, mais je pense que c'est ça. Et puis une bonne ambiance, aimer les gens, aimer les produits, aimer ce qu'on fait. Et quand vous avez ces atouts en main, je pense que vous pouvez y arriver. Après, l'ambiance se crée par d'elle-même, quoi. Faut avoir un tempérament quand même. Voilà, non, mais tout le monde a du tempérament. Faut pas croire que tout le monde était gentil là. Non. D'ouvrir cette porte. Voilà, non. Tout le monde se faisait respecter. On rigolait pas en cuisine. Quand il y avait un moment de détente, il y était. Mais quand il fallait travailler, il y avait la rigueur, le sérieux. Et je pense que quand vous avez ça, il y a pas de raison. Après, c'est vous, comme ils l'ont dit, c'est vous, le chef, qui crée un petit peu l'ambiance.
qu'est-ce qu'on ferait différemment? Parce que là, on est en train de se dire que c'était formidable et tout. C'est important de se dire ça parce qu'on n'a pas... Je pense qu'il faut pas qu'ils essaient de faire ce qu'on a fait déjà, parce que ces générations, là, c'était cette époque-là qu'il faut que j'en ai comme ça. Donc c'est à eux à recréer ça, mais ça peut se recréer sans aucun problème, quoi. Après, moi je crois qu'il faut rester soi-même, quoi. C'est ce que dit Monsieur Constant Vincent là, c'est que attention, on n'a pas été mentalisé. Hein. Moi j'ai un caractère de cochon, Eric est un taiseux, et quand Christophe il a décidé de faire l'amour, il fait l'amour, quoi. Mais tu vois, c'est la réalité, quoi. Tu vois, on n'a pas été mentalisé, on est resté quand même humainement qui on était, quoi. Ah ouais. Je crois que c'est la chose importante, une chose à dire aux jeunes, restez ce que vous êtes. Gardez vos convictions, voilà. Après, ouvrez-vous, aimez les gens, regardez. Il y avait une forme d'humilité, pardon, parce que Respectez-vous. tu dis souvent quand on se dit croyez en vous, parfois ça gonfle un peu l'ego. Vous, il y avait quand même aussi une humilité. Vous étiez tous Ouais, mais rassemblés le respect, derrière une le personne, le respect, respect. voilà. Mais l'ego, c'est bon aussi, l'ego. Faut pas dire que l'ego, c'est quelque chose de négatif. Il faut avoir un peu d'ego, parce que ça te fait écraser. Attention, il y a des fois, on était capable de se dire, oh, stop, quand tu me casses pas les burnes, hein. Putain, on le faisait, quoi. On n'avait pas utilisé de le dire. Mais si on le disait, c'était pas un jugement vis-à-vis de l'autre, c'était une protection qu'on avait pour soi-même. Ouais. Il faut un peu d'ego aussi. On peut pas y arriver si on n'a pas d'ego. Ouais. C'est ça, il faut y croire, c'est quand même un métier. Il faut être passionné, mais Ouais, il y a Je pense que ce que vous nous avez vraiment inculqué, c'est le respect du client avant tout. C'était le seul patron de tout le monde, en fait, le client. Et ça, nous, on l'a gardé, hein. Hier, quand je t'entendais parler encore hier, t'as un respect du client de ta boutique qui est absolument incroyable. Nous, on l'a eu, toute notre carrière, et on l'a encore. T'as raison là-dessus. C'est vraiment- On peut le perdre de vue, ça? Ce que décrit Eric oui, Fréchon. parce que- Oui, parce que je pense qu'on a eu, sans citer, il y a à un moment donné, parce que le commerce, c'est moi qui ai mérité mes clients. C'est pas mes clients qui m'ont mérité. Et des fois, on a eu tendance à l'inverser, quoi. Moi, c'est moi, je leur dis merci, c'est pas eux à me dire merci. Ouais. Tu vois. Mm. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance des fois à l'oublier. Eric a complètement raison, c'est une humilité. Les clients sont toujours la personne la plus importante. Sans mon client, je n'existe pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, faut jamais l'oublier. Faut pas faire l'inverse. On voit des fois, tu vois, les clients qui arrivent, merci monsieur, merci. Oui, Ouais, délire d'ego, tu fais plus gaffe, mais en Ouais, fait, bon, quand on est client, il y a une espèce de respect, c'est des gens qui viennent, qui viennent, C'est eux qui nous font vivre. Hein. démarche de Ouais, ouais. venir chez toi. non, mais c'est vrai, c'est un sacré geste. Donc c'est quand même assez fort quand même comme geste. Ouais, c'est bon. Et aujourd'hui, il y a des fois dans des maisons, t'arrives 10 minutes en retard, déjà c'est un menu unique, t'arrives un menu en retard, on te dit bon monsieur, on vous prend, mais bon, on est gentil. Ouais. Enfin, Ou alors que le client il est en Alors, retard ouais. chez toi. Ah ouais, Le non. client là, je sais pas si j'ai dit des conneries, mais Non. il est roi. Ben, bien sûr, bien sûr. L'essence de notre métier, Ouais, de commerçant. Ben ouais, on est des commerçants. Voilà. Le client. C'est nous qui méritons. assez agréable d'avoir des gens, des noms, des figures de la gastronomie qui rappellent un petit peu cette base. Les hein. bases, Ouais, les bases. Deux questions. La première, parce qu'on s'est tous dit que c'était formidable et que c'était la grande époque et que on a marché sur l'eau. Je dis on, j'y étais pas. Vous. Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Est-ce que chacun, vous pouvez... Rien. Ah non, ça c'est pas le juste. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai? Moi, comme Eric, rien. Ah, Avec non. toutes les conneries qu'il fallait pas faire qu'on a fait, je change rien. Ah ouais? Ah non, je change rien. Mais c'est quoi les conneries qu'on a fait à ce moment-là? Est-ce que Tout c'était... n'a pas été parfait, quoi. Moi, j'ai bousillé une vie de famille parce que j'ai pensé qu'à mon métier. Ouais, mais ça c'est vrai dans n'importe quel... Quand Non, tu non, mais bon, investis, non, mais il y a des trucs, tout n'est pas parfait dans nos cas professionnels. Faut pas qu'on l'oublie. On a fait des erreurs. Mais bon, ça fait partie de la vie. Si tu fais pas d'erreur, tu progresses pas. C'est terrible à dire. Et des fois, il faut être dans la contrainte. Par contre, c'est une fois de plus que Monsieur Constant, c'est qu'il faut assumer ses bêtises. Il faut pas dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Pierre, c'est la faute à Jacques, c'est la faute au système. Non. C'est ta faute. T'as mal appréhendé la chose. Assume-le. Ouais. Je pense qu'on a toujours assumé nos bêtises. Et c'est grâce à souvent ces erreurs. Il y a rien non plus de très grave. Ouais. Mais c'est grâce à ces moments-là, peut-être on a une remise en question personnelle pour continuer à avancer. Christophe? Après, ouais, pour l'ego, non mais ça, je suis d'accord avec Yves pour l'ego. En fait, c'était une période là au Crayon où tous les ans on disait qu'on aurait 3 étoiles Michelin et mais tout le monde et les grands cuisiniers ils sont tous venus, les grands pâtissiers tous venus voir mais nous tellement c'est pas qu'on s'en foutait, mais on avait justement pas cet ego-là. On vraiment on relativisait, même moi je me rappelle avec des journalistes, on allait contre ça finalement, alors que par après j'ai vu des gens mais qui étaient
ce qu'il faisait, c'était bon, c'était bien, mais il y avait tellement d'ego qu'au finalement, à un moment donné, ça fait une forme de malentendu et ça, on était un peu contre ça presque. On était un peu contre le fait d'être reconnu pour ça parce que c'était pas le but. Donc ça, c'est peut-être le truc qui. Elles auraient dû tomber quand même. Non. Alors moi, votre question, c'était quoi? Mais est-ce qu'on aurait fait des choses différemment? Alors moi, sûrement pas. J'aurais rien changé. Ce que je regrette un petit peu, c'est ce que la fin. J'aurais bien aimé qu'ils partent avec la 3e étoile parce que on méritait, je dis pas je méritais, on méritait, eux surtout. Et c'est le seul regret. Je recommence tout de suite, c'est tout. Quand Eric les a eus, on était aussi contents. Ouais. je me suis un peu compris au fond de le. Non mais c'était c'était la vengeance aussi. Moi aussi, quand t'as eu 3 étoiles. Et quelque part, je me suis payé. C'est vrai. C'est au fond de moi, j'avais cette fierté. Et moi, la fierté que j'ai eue, c'est la réussite qu'ils ont eue. Voilà. C'est tout. Ils ont dépassé. Ils m'appellent toujours Monsieur Constant, et ils ont dépassé Monsieur Constant, et ils ont dépassé le maître. Voilà. Ça, c'est ma récompense. Salut les gars. Franchement, d'habitude, je vous fais une petite synthèse, je vous donne mon point de vue. Là, je ne vais rien vous dire d'autre que le plaisir que j'ai eu à les voir tous les 4 réunis et à raviver pour nous leurs souvenirs. Franchement, c'était un privilège incroyable. Merci à vous, les chefs, de m'avoir accordé ce moment en votre compagnie. Merci de l'avoir partagé avec tous nos auditeurs, nos auditrices. Je suis sûr que vous qui nous avez écoutés, vous qui avez écouté cet épisode, avez adoré ce moment. On avait là 4 très grands pour revenir sur un moment de gastronomie marquant. Franchement, on a un grand épisode. Merci encore à vous les chefs. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir rejoints en écoutant cet épisode pour ce moment de gourmandise historique. Abonnez-vous à Chef pour ne pas louper les prochains. Notez ce podcast, c'est important, c'est la seule manière que j'ai de faire connaître mon travail et surtout de partager la parole de celles et ceux, comme aujourd'hui, qui nous font le plaisir, l'honneur de se raconter à mon micro. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau portrait, vendredi pour un portrait d'entrepreneur. D'ici là, cuisinez, faites le marché et parlez à vos amis de votre podcast préféré. Salut!